157 primo-romanciers ont dévoilé leur monde aux lecteurs du comité de sélection de Lecture en Tête. Des mondes anciens et contemporains, des mondes d'ici et d'ailleurs, des mondes mouvementés ou engloutis. 9 mois de lecture, dont 2 mois et demi au ralenti, 850 fiches de lecture récoltées, malgré les 2 mois et demi au ralenti, 6 réunions avec des lecteurs masqués et distanciés, dont une dernière qui a duré plus de 5 heures pour accoucher d'une sélection de 16 titres. Et c'est avec la participation des lecteurs du comité de sélection que je vais vous révéler les 16 premiers romans retenus pour le Festival 2021, 16 auteurs dont je vais vous dévoiler les mondes. Découvrons le monde tendre et nostalgique de Dima Abdallah dans Mauvaises Herbes, paru aux éditions Sabine Vespizer. Beyrouth, dans les années 80, alors que les bombes s'abattent sans répit sur la ville en pleine guerre, la jeune narratrice, âgée de 6 ans, ne craint rien. La seule présence de son père suffit à la rassurer. Ce dernier lui transmet son amour des plantes, mais lorsque le reste de la famille fuit le pays, il refuse de quitter sa terre. Arrivée à Paris à 12 ans, la jeune fille fuit la mélancolie en se réfugiant auprès des arbres et des fleurs. Mauvaises Herbes relate le parcours d'une famille libanaise confrontée à la guerre et à l'exil. Dima Abdallah explore tout en subtilité et en émotion les relations père-fille et la difficulté de vivre en étant déraciné. Les expériences de lecture sont un peu comme des rencontres. Comme dans la vie, selon le moment où vous les faites. C'est parfois un rendez-vous manqué, souvent un bon moment passé ensemble, et plus rarement un coup de foudre. Ça n'arrive pas souvent, et c'est d'autant plus précieux, qu'on en savoure chaque instant, sans qu'on puisse vraiment l'expliquer, autrement que par ces mots, parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est comme si les mots vous caressaient l'âme, on se sent délicieusement privilégié. Cette expérience, j'ai eu la chance de la vivre en lisant Mauvaises Herbes de Dima Abdallah. Je pourrais vous le conseiller pour plein de raisons, mais comme je ne peux pas monopoliser la parole toute la soirée, je n'en retiendrai que 3. La première, c'est la façon dont elle nous donne à entendre, malgré le silence, la voix de ceux qui n'osent pas se parler. La seconde, c'est la manière dont elle peint l'absence, qui devient une présence, obsédante, envahissante, celle des mots, qui continuent d'être semés, qui poussent, comme des mauvaises herbes, de plus en plus beaux, pour donner naissance à un texte sublime, sublimé par ma dernière raison, qui est l'amour qui déborde, comme hurler en vain dans de grandes pièces vides. Un amour qui échoue à protéger, un amour qui ne résout rien, mais qui a la douceur d'exister et qui invite parfois à renaître. Pénétrons maintenant dans le monde élégant et drôle de Julien Battesti, avec l'imitation de Bartleby, paru aux éditions Gallimard. Le 29 juillet 2010, à Zurich, Michel Causse, théoricienne féministe et traductrice, a choisi de dénaître en mourant par suicide assisté le jour de son anniversaire. Se pourrait-il qu'il existe un lien entre sa mort et celle du personnage du livre Bartleby le scribe qu'elle avait traduit en français? Telle est la question qui travaille le narrateur, un étudiant en théologie. L'imitation de Bartleby est une enquête littéraire étonnante, décalée et pleine d'autodérision, habitée par Melville et Michel Causse. Dominique. J'ai failli passer à côté, tout simplement à cause de la 4e de couverture que j'ai trouvée plus dissuasive qu'attirante. J'ai craint l'ouvrage hermétique et soporifique réservé aux passionnés de théologie. Et puis, je me suis dit qu'il avait quand même quelques atouts, un propos inhabituel et ne comptait qu'une centaine de pages. Alors je me suis lancée et je ne l'ai pas regretté. Malgré mon ignorance des sujets abordés, excepté le féminisme dont j'ai quand même entendu parler, j'ai tout de suite été séduite. L'auteur brasse des œuvres, des faits, des personnages réels et fictifs sans lien apparent, mais on ne s'y perd pas. L'ensemble forme un tout cohérent, et ce parce que la qualité de l'écriture et du vocabulaire, ainsi que la construction rigoureuse du roman, permettent au lecteur d'avancer au même pas que le narrateur
sans se sentir dépassé, ce que j'ai trouvé très gratifiant. En lisant ce livre, on se sent intelligent. C'est un roman profond et singulier, mais jamais pédant. Et cerise sur le gâteau, l'auteur a de l'humour, un humour décalé et élégant qui agrémente la lecture de bout en bout. Vous l'aurez sans doute deviné, j'ai beaucoup aimé ce roman. Voyageons maintenant dans le monde lyrique et spirituel de Simon Berger avec Laisse aller ton serviteur, paru aux éditions José Corti. En 1705, alors qu'il n'a que 20 ans, Johann Sebastian Bach, organiste à Arnstadt, alors, très bel accent allemand, découvre avec ravissement une partition unique du compositeur Dietrich Buxtehude, une révélation qui le mènera sur les routes en plein hiver dans le seul but de le rencontrer. Laisse aller ton serviteur est le récit d'un voyage initiatique porté par une foi intense et la quête du sublime, une ode au génie créateur. Alexandre. Bonsoir. Oui, Simon Berger et José Corti, ça c'est une belle rencontre. Ça me fait plaisir. C'est la deuxième année que je suis amené à présenter un livre et la deuxième année que je suis amené à présenter un livre de José Corti. Alors ça déjà, en soi, pour moi c'est déjà, peut-être que je peux me tromper, mais justement la solution, là, je ne me trompais pas. En tout cas, avec José Corti, je suis toujours assuré d'avoir affaire à une belle langue, à du beau langage. Ça, c'est déjà, on va dire que c'est un pari. Je parie là-dessus quand je prends un José Corti. Et ensuite, je parie aussi sur le fait qu'a priori, ce sera un auteur qui ne devrait pas s'inscrire dans l'ère du temps. Alors ça, c'est pas un gage de qualité ou pas de qualité. Mais par contre, là où c'est important, c'est qu'il y a bien des jours, surtout dans nos temps, où j'ai vraiment envie qu'on parle du temps d'aujourd'hui, du monde dans lequel on vit. Puis il y a bien des jours où j'ai pas du tout envie qu'on me parle de ça, qu'on me ressasse pour les oreilles avec le monde dans lequel on vit, et plutôt d'avoir en faire une sorte de compagnonnage avec une personne qui aura une pensée singulière, une pensée lumineuse, une vision qui me ramènera à sa façon à la vie. Et ça, pour moi, pour ça, les éditions José Corti sont précieuses. Alors quand je prends José Corti, quand je prends Simon Berger, j'ai tout ça en tête. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'il me présente? Et il me présente ce que vous a raconté Anne-Sophie. Et là, je me dis, il y a peut-être un piège, parce que Simon Berger, 23 ans quand il publie ce livre. Et je ne sais pas à quel âge il a écrit ce livre. Il s'attaque au plus grand génie de l'histoire de la musique. Et là, je me suis dit, c'est peut-être une mauvaise idée. Peut-être qu'il s'attaque à trop grand pour lui. Et après, je me dis, trop grand pour lui. Trop grand pour lui, ça, c'est un beau sujet. S'attaquer à trop grand pour soi. Et en l'occurrence, il s'attaque au trop grand pour soi d'un trop grand pour lui, de Johann-Sebastian Bach, qui est attiré par cette transcendance, le dépassement de soi-même, qui va vouloir traverser l'hiver pour aller rejoindre donc Buxtehude. Voilà. C'est-à-dire cette histoire-là de transcendance, ce vertige qui fait, auquel on peut parfois vraiment sacrifier sa vie, voilà, pour cette lumière, voire peut-être s'y perdre. Il y a quelque chose d'extrêmement vertigineux, d'extrêmement attirant et peut-être de terrifiant. Et alors là, lui, Simon Berger, donc c'est voilà, quelqu'un qui va s'attaquer au plus grand que lui, d'un trop grand pour lui. Et là, je me suis dit, finalement, j'ai entre les mains avec ce livre une espèce de vertige au carré. Et ça, c'est pas tous les jours qu'on a un vertige au carré entre les mains. Et je vous le conseille parce que je me suis dit, ok, Simon, si tu y vas comme ça, je te suis. Ok, on y va. Et je peux vous assurer que je n'ai pas été du tout déçu du voyage parce que je me suis retrouvé justement dans ces airs de confinement, avec un doux compagnonnage, un esprit, qu'on pourrait dire, ouais, un esprit assez spirituel, assez lyrique et très facétieux. Et ça, ben voilà, ce type de compagnonnage par les journées qu'on vit, ben, je vous souhaite de vivre ce type de compagnonnage. Entrons maintenant dans le monde désenchanté de Salomé Berlemont-Gilles, avec Le premier qui tombera, paru aux éditions Grasset. Début des années 60, la famille d'Amadi fuit la Guinée pour la France, pays porteur d'espoir, de liberté et d'égalité. Amadi a 11 ans quand sa famille arrive à Bobigny, marquant progressivement le déclassement social et la chute de la famille. Le premier qui tombera est un roman social qui dit la difficulté d'intégration et la désillusion du rêve français. Jackie ? Alors, moi, on m'avait dit de faire court, et c'est la première fois, je jure, que je n'ai pas fait grand-chose. Mais voilà, ce livre me paraît intéressant parce qu'il me fait penser à un conte.
Il était une fois un petit prince, parce que le premier-né dans ces familles, c'est un petit dieu, il va relever la famille et il est encensé. Donc, il était une fois un petit prince, encensé par sa mère surtout. Né à Conakry, excusez-moi, sa famille a dû s'exiler à Paris par rapport aux violences de son pays, ils ont tout vendu. Le père était un grand chirurgien connu, ils avaient une grosse fortune, mais malheureusement, il a fallu vendre en catastrophe et ils n'ont pas retiré ce qu'ils pensaient de l'argent. Ils sont venus se fixer à Paris avec le peu qu'ils avaient retiré pour trouver un emploi. Mais ça, c'était autre chose. Ahmedi, ce petit prince vénéré, ne veut pas être l'enfant présumé. Ce chemin sera parcouru douteux, ignorant ses frères, ses sœurs, puisqu'il était le dieu. Alors pourquoi se rabattre à nourrir les autres? Et même ses parents, malheureusement. Ce petit prince se croit invincible. Il était une fois une vie ravagée par ce prince présomptueux, entraînant dans sa chute le royaume présagé. C'est bien analysé, on a plein de suspense, ça se mérite, ça a plein d'intérêt, on apprend plein de choses. C'est captivant, bouleversant et palpitant. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Déambulons dans le monde déjanté de Grégory Bucher avec Malakoff, paru aux éditions Verticales. En résidence de création à Malakoff, Grégory Bucher mène l'enquête sur les possibles origines russes de sa ville d'accueil, tout en essayant de rencontrer Sam Safran, figure locale et pastelliste virtuose dont il vénérait les œuvres étant plus jeune. Récit d'inspiration autobiographique, Grégory Bucher raconte son errance dans Malakoff, un jeu de pistes drôle et décalé d'un plasticien en mal d'inspiration. Marité. Merci d'avoir tout dit. Moi, j'ai décidé de vous présenter un tout petit peu le personnage. Anne-Sophie a dit qu'il est décalé, effectivement. Il est artiste plasticien, il est paumé, et il est fasciné par Malakoff, parce que c'est son trouble russe, dit-il. Donc, le point de départ, c'est ce que je vais vous exposer, parce qu'il se rend à un entretien de résidence, alors qu'il a été un peu forcé par un ami, et il est en pleine panne, de création. Donc, à la fin de cette rencontre, on lui demande s'il avait un projet artistique. Or, je n'allais tout de même pas me tirer une balle dans le pied en confessant au jury être en pleine crise de créativité, chose que j'avais déjà niée quelques semaines plus tôt. Donc, il va à Malakoff, mais il ne sait pas ce qu'il va y faire. Il doit créer, mais en fait, il a un seul but, c'est rencontrer Sam Safran, qui est un peintre qu'il vénère et qu'il tient absolument à rencontrer, à harceler même. Et il s'appelle Grégory Bucher, Sam Safran, ça fait Samsa, Grégor Samsa. Donc on est un peu dans la métamorphose de Kafka. Donc il y a un petit côté décalé tout au long du roman qui apparaît. Beaucoup d'humour aussi. Et comme on lui a posé une question à laquelle il ne savait pas répondre, j'ai donc préféré me taire plutôt que d'avouer qu'une fois mon visa pour la Russie en poche, Malakoff, je me contenterai d'habiter Malakoff et d'y tenir un journal intime qui a peut-être débuté ce soir, presque par inadvertance, pour tromper l'ennui du voyage. Et on va avoir, pendant le roman, c'est ce journal intime, ce carnet de résidence. Je vous laisse découvrir la suite. Écoutons Le Monde en marge de Fatima Das avec la petite dernière parue aux éditions Notabilia. La petite dernière est l'autoportrait d'une jeune femme aux prises avec ses questionnements face à ses identités multiples, lesbienne, musulmane pratiquante et banlieusarde. Un roman intime et percutant où l'autrice se dévoile par petites touches pour dire la difficulté de se construire entre désir d'allégeance et besoin d'émancipation. Alexia. Alors, c'est pas facile.
Donc oui, je vais vous présenter ce livre très, très rapidement parce que Anne-Sophie m'a dit de faire rapide. Alors, j'ai écrit assez peu de choses. Bah, moi, je l'ai écouté, j'ai vraiment pas écrit beaucoup de choses. Et en fait, c'est vrai que c'était assez compliqué pour moi parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur raconter, en fait, de ce livre? Parce que c'était vraiment une expérience pour moi qui a été assez forte, en fait, en le lisant. Je me dis, mais comment je vais mettre des mots là-dessus, en fait? Comment je peux faire pour mettre des mots sur tout ça? C'est un petit livre, et c'est énorme, en fait. Il y a énormément de choses. Et puis, donc je suis partie un peu au départ dans tous les sens. J'ai même failli vous parler d'étoiles à neutrons. C'est dire à quel point je suis partie très loin. Et puis finalement, je me suis dit qu'on allait rester sur Terre, ce serait plus raisonnable. Et puis que finalement, cette espèce de trop-plein, c'était peut-être la bonne ligne, la bonne façon de commencer, d'en parler. Parce que dans ce livre, il y a un foisonnement d'émotions, de sentiments, il y a un désordre, enfin une sorte de désordre, et puis un débordement qui semble tout à fait impossible à contenir, et que finalement elle parvient à contenir. Et c'est ça qui est très beau dans le livre, c'est qu'elle le contient en fait avec son écriture. Une écriture qui peut paraître un peu, peut-être trop parfois minimaliste, ou même un peu brutale, même s'il ne faut pas trop se laisser avoir par ça, parce que l'auteur est un petit peu retorse, je ne sais pas si on dit retorse ou retors. Et ce qui est intéressant aussi, c'est précisément cette tension en fait, qu'elle a réussi à instaurer entre le texte justement minimaliste et le foisonnement. Et donc pour le coup, il y a une espèce de tension qui paraît insurmontable, une tension qui crée une fragilité. On a l'impression que finalement tout peut se casser la figure à tout moment. Et on attend le moment de la rupture, elle ne s'effondre pas en fait. Tout ça tient bon, elle tient bon, et pour le coup c'est éblouissant. Voilà. C'est un très beau roman. C'est tout ce que je peux dire. Fuyons dans le monde libre et poétique de Lou Darsan avec Lara Chébel aux éditions La Contralée. Lara Chébel, c'est une échappatoire à une vie de couple devenue oppressante par l'absence de relations, par les non-dits, par l'incompréhension et la distance qui se creuse. S'échapper, s'arracher pour se libérer, se sauver, se rechercher, se trouver. Lara Chébel est une histoire de femme et d'émancipation, une quête de soi et de sens. Un texte fort tout en sensibilité et sensation. Lara Chébel nous raconte l'histoire d'une femme qui étouffe dans une vie vide de corps, de sens et de sensations. Un quotidien qui n'a plus de saveur, et sa prise de conscience en est d'autant plus violente. C'est l'histoire d'une femme qui entreprend une course, une fuite, une échappée comme une nécessité pour s'arracher du réel et glisser dans ses obsessions, ses craintes et ses cauchemars. Un lapin domestique qui se rêve vanneau migrateur. Et nous, lecteurs, sommes pris dans cette tempête, balancés sans cesse par le ressac de ses pensées, engloutis par une langue onirique, poétique et fascinante. C'est un premier roman fort et surprenant qui nous entraîne dans une expédition rocailleuse et sombre et qui dresse le portrait d'une femme qui tente de trouver son souffle pour être elle, enfin libre. Pénétrons dans le monde étrange de la surconsommation de Valérian Guillaume avec Nul si découvert aux éditions L'Olivier. Nul si découvert nous invite dans les pensées intimes d'un homme fragile qui erre quotidiennement au milieu des rayonnages du centre commercial. Une profonde solitude que le personnage tente de combler en se goinfrant au point de s'en rendre malade, jusqu'à sa rencontre avec Leslie. Véritable ovni littéraire, Nul si découvert nous emmène en voyage au pays de la consommation, pour dire la solitude. Je me sentais complètement stressée, alors je me suis allongée par terre pour respirer et me remettre, et c'est comme ça, allongée sur le parking, que je suis redescendue de mon vertige, mais je sentais quand même encore le mouillé de ma transpiration dans le bas de mon dos et dans le creux de mes fesses, où quelques gouttes ruisselaient par endroits. Mais j'ai respiré grand, puis j'ai fait une prière secrète comme je sais, et ça s'est stoppé. Il était à peine 14 heures, je redevenais sec, et merveille, j'avais encore la journée devant moi, et de penser à ça, je dois dire que ça m'a excitée d'une manière nouvelle. Ça m'a excitée tant que je me suis relevée un peu trop vite. Alors j'ai eu des étoiles, et je me suis mis à siffloter des musiques rigolotes qui me passaient par la tête, avec mon slip de bain tout neuf dans la main. Roman choc.
roman dérangeant, roman de sensation. Anne-Sophie l'a dit, roman de la dévoration, de l'excès, qui ne fait pas l'unanimité. Enfin, voilà, quand je dis qu'il est dérangeant, voilà. Pour moi, le personnage, je l'ai vraiment senti comme une sorte d'allégorie de notre société de consommation, de solitude, de violence. On le découvre à travers ce monologue intérieur qui n'a pas d'autre ponctuation que celle des paragraphes. Je ne parle pas de retour à la ligne parce que le retour à la ligne peut intervenir au bout de 20 ou 25 lignes. C'est à nous, en fait, oui, de sorte que c'est à nous, en fait, de nous laisser porter par ce flux de paroles, de recréer le rythme ou de retrouver le rythme, le souffle de ces personnages. Et à la clé, une scène finale particulièrement éprouvante. Voilà. Bon courage. Ouvrons les yeux dans le monde d'Aude Lancelin avec La Fièvre aux éditions Les Liens qui libèrent. La Fièvre est une plongée au cœur du mouvement des Gilets jaunes. Au travers de Johan Defresne, un électricien au chômage de 35 ans condamné par la justice pour jet de pavé lors des toutes premières manifestations, et d'Eliel Laurent, journaliste, Aude Lancelin retrace 6 mois de la vie de la nation française et dépeint avec force et pertinence les parcours de personnages engagés. Un roman social qui nous éclaire sur notre histoire récente. Sylvain. Alors, j'ai essayé de faire un peu original et j'ai pensé à une musique qui est un peu décalée. Je vais la faire écouter. Oui, alors pourquoi les chemins Parce qu'une colère encore sourde, elle est bientôt éclatée. Et les personnages de ce roman allaient bientôt se rencontrer. Donc tout ceci s'inscrit dans une histoire qui est bien présente dans ce récit, qui s'étale sur 2018-2019. Donc je vais vous lire des petits extraits aussi également. Où étaient-ils durant ces années, ces gens aujourd'hui rassemblés dans les quartiers hors de prix de la capitale? Les journaux et les penseurs les disaient avachis devant les écrans, résignés pour 1000 ans, rassasiés par les miettes du festin d'en haut. L'histoire était finie, disait-on. Ces soubresauts de sang appartenaient au passé. Un enchaînement d'événements ennuyeux, mais calmes, lui avait succédé. La bourgeoisie avait dressé la bête humaine, à grand renfort de chauds clinquants et de téléphones portables, dernier cri. On n'entendait plus les clameurs dans les cales. On avait même fini par oublier qu'il existait encore une cale dont dépendait tout l'usinage social. Donc, avec La Fièvre, Aude Lancelin essaye de nous faire comprendre un contexte et nous raconte cette histoire, qui sera peut-être l'histoire avec un grand H. Découvrons maintenant le monde délicat et silencieux d'Hugo Lindenberg dans Un jour ce sera vide aux éditions Christian Bourgois. Le narrateur, un garçon de 10 ans, revient le temps d'un été chez sa grand-mère sur la côte normande. Portant le fardeau d'un lourd héritage familial, il se sent différent des autres et traîne sa solitude sur la plage en observant les familles heureuses. Jusqu'à ce qu'il rencontre Baptiste, un garçon lumineux et plein de vie. Un jour ce sera vide est un roman délicat sur l'enfance et l'amitié, une quête d'identité poignante ou comment se construire dans un monde peuplé de monstres et de fantômes. Christian? Bon, alors Anne-Sophie m'avait dit de faire court, ça va être court. Hein. Alors, si vous êtes avide de savoir ce qui peut bien unir un enfant de presque 10 ans, une grand-mère, ça va, c'est facile ça, un ami de vacances estivales avec ses parents, mais ensuite avec les méduses, les mouches, les fourmis, les monstres, les mondes engloutis, les camps de concentration, les dinosaures, des falaises des vaches noires, les Playmobil, Mac Brandt, Nathalie Sarraute, Nina Woolmark. Alors, lisez Un jour ce sera vide, un condensé de sentiments, des bons, quelquefois des moins inviables. Un roman avec 3 femmes très différentes l'une de l'autre,
une nourrice, une marâtre, une fée, et un roman avec un zeste d'humour. Voilà. Regardons en face le monde poignant d'Emilienne Malfato, avec Que sur toi cela manque le tigre d'Emilienne Malfato, je leur dis 2 fois même, aux éditions Elisade. Dans l'Irak déchiré par les combats, la narratrice a en cachette une relation avec Mohamed. Celui-ci meurt sous les obus, elle est enceinte. Destin inéluctable, elle sera tuée par son frère aîné, dépositaire de l'autorité masculine depuis le décès du père. Un crime pour laver l'honneur de la famille, laquelle se plie en silence sous le poids de la tradition. Entre contes, journal intime et tragédie antique, Que sur toi cela manque le tigre est un court roman puissant, poignant et poétique pour dire l'horreur des féminicides. Thomas ? Bonsoir. La terre tremble dans mon ventre. Je crains, ici ce soir au Café Étienne, de vous balbutier des mots petits pour des cerveaux trop grands. Puis, j'ai compris que la petitesse ne fait pas la noblesse. Que sur toi se lamente le tigre mesure seulement 79 pages. Il n'en est pas moins beau et terrible, brutal et charnel. Écoutez ça. L'honneur est plus important que la vie. Chez nous, mieux vaut une fille morte qu'une fille mère. Ce livre, une déflagration, une crue littéraire qui emporte tout sur son passage. Dans le nord de la France, j'avais écrit que le destin du mineur était le suivant. Poussière, tu arrivas, poussière, tu boufferas, poussière, tu partiras. En Irak, la narratrice dit « Nous naissons dans le sang, devenons femmes dans le sang, nous enfantons dans le sang, comme si la terre d'Irak avait encore soif de mort, de sang d'innocence. Si le sang restera, ce premier roman aussi. Que sur toi se lamente le tigre et du sable qui s'écoule en main et qu'on voudrait retenir grain d'après grain. » Observons le monde en mutation de Florent Marchais avec Le monde du vivant aux éditions Stock. Solène, 14 ans, déteste son père Jérôme, un ancien ingénieur qui a obligé sa famille à s'installer à la campagne pour réaliser son rêve d'avoir une ferme biologique. Suite à la blessure de sa mère Marion avec une machine agricole, Théo, 24 ans, vient seconder Jérôme et troubler l'équilibre familial. Entre mutation du monde paysan et premiers émois amoureux, Le monde du vivant met en scène le temps d'un été, le quotidien d'une famille néo-rurale. Delphine ? Le monde du vivant. Et puis, un mal étrange s'insinua dans le pays, et tout commença à changer. Juin. Le mercredi midi, c'est son père qui vient la chercher à l'école. Elle n'aime pas ça. Jérôme a repéré. Solène sort. La Clio roule. Tu crois que c'est drôle de nous faire une frayeur pareille ? L'ambiance est électrique. Les mots jaillissent comme des moucherons avant l'orage. Les tomates ont un goût de métal. Jérôme est heureux de voir sa petite fille timide et rougissante qu'il a connue avant ses 12 ans. Juillet. Une pluie épaisse dégouline. Nuages charbonneux. Des filets d'eau. Son ventre se comprime d'un coup. Le portail est ouvert. En ce mois de juillet, la vie s'embrase. Un équilibre familial est chamboulé. Une vie où la rivière est à sec et où l'air est brûlant. Le soleil passe à travers les rainures des volets, c'est-à-dire sans modération, avec une théière bouillante et en vous installant bien confortablement dans le creux de votre fauteuil. Bonne lecture. Entrons dans le monde pudique et sensible de Laurent Petit-Mangin avec ce qu'il faut de nuit aux éditions La Manufacture des livres. Un père de famille raconte sobrement son quotidien en Lorraine où il élève seul ses 2 fils depuis la mort de sa femme. Cheminot, syndicaliste militant et témoin impuissant de la désindustrialisation de sa région, il est désemparé le jour où il apprend que son fils aîné fréquente un groupuscule d'extrême droite. Ce qu'il faut de nuit est un texte sensible et bouleversant sur l'amour filial et l'engagement politique, une peinture sociale pleine de justesse. Marie-Christine. Un équilibre rompu. Les maladresses. Les mots qu'on ne trouve plus. Le fossé invisible qui s'écarte. La stupéfaction. L'horreur. Le fil rouge, la tendresse.
Pénétrons dans le monde terrible de Charles Sitzenstuhl avec, c'est allemand aussi, j'arrive pas à le dire, avec La Golfe Blanche aux éditions Gallimard. La Golfe Blanche raconte le quotidien d'une famille à Célestat en Alsace dans les années 90, un quotidien marqué par la violence physique et psychologique du père. Entre insultes, humiliations et menaces, le jeune Charles tente de grandir et de se construire. D'inspiration autobiographique, Charles Sitzenstuhl livre un récit terrible et glaçant d'une enfance maltraitée. Annick. C'est une lecture sous tension pour les amateurs du genre. Dès les premières phrases, l'auteur place un cran de tension élevé dans son texte et cette tension ne va jamais s'amenuiser. On a la chair de poule qui monte et qui s'installe durant toute la lecture. Alors pourquoi ce titre? Pourquoi La Golfe Blanche? C'est la voiture familiale qui va suivre Charles, le narrateur, durant toute son enfance, et c'est le lieu où se concentrent toutes les terreurs. Dès que son père est au volant, il multiplie les infractions routières pour le plaisir de voir naître la panique dans les yeux des siens et pour le plaisir de les entendre crier quand il les met en danger. Errons dans le monde de l'adolescence de Vinka Vanek, avec des kilomètres à la ronde aux éditions Le Seuil. Nous sommes dans les années 90, début des années 2000. La narratrice du roman, une jeune fille issue d'un milieu social privilégié, tente de s'intégrer à une bande de garçons de 14 ans qui traînent leur ennui et leur désœuvrement dans la campagne bourguignonne. Des kilomètres à la ronde est un récit initiatique, construit sur des évocations et des souvenirs, qui raconte la France rurale, l'adolescence, l'amitié et le poids du déterminisme social. Jean-Yves. Là, de ce que vient de dire Anne-Sophie, c'est l'originalité, la singularité de ce roman, c'est que cette jeune fille qui est d'un milieu social plutôt favorisé, qui vient dans un village passer des vacances au début, surtout d'été, quoi. Elle s'intègre dans un groupe, dans une bande de garçons qui sont d'un milieu, j'essaie de ne pas trop lire ce que j'ai écrit, qui sont d'un milieu social complètement différent du sien, quoi, et qui sont complètement... Excusez-moi. Oui, elle fait des études, donc eux, ils sont plutôt, c'est des bandes de garçons qui ont plutôt échoué dans leur scolarité, enfin, qui de temps en temps font des actes plus ou moins répréhensibles, quoi. L'autrice joue sur les contrastes, notamment dans sa narration, cette façon particulière qu'elle a de rester à la marge, au bord de... en décrivant leur comportement, leur cheminement. Elle est à la fois un peu, ce qui donne paradoxalement peut-être de l'intérêt au récit, elle est à la fois dedans et dehors, quoi. L'écriture est belle, précise, émaillée de métaphores, par exemple pour parler de l'ennui. Elle écrit « Ils avaient beaucoup râlé contre le brise-lame de l'ennui sans jamais chercher à le dépasser ». Ce qui m'a le plus intéressé et touché dans ce roman, c'est qu'il témoigne que les liens, qu'ils soient amoureux ou amicaux, en l'occurrence c'est plutôt amical, donc on ne peut pas tout lire, donc ces liens-là défient toute rationalité. Par exemple, pour elle, en plus, il faut, dans le village, évidemment, il y a beaucoup de commérages. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle fiche avec ces garçons? Pour terminer, je vais... un petit élément de compréhension en citant un passage du livre. Elle écrit « Il y a chez ces jeunes une intelligence du mouvement, une connivence au monde qui faisait que, de tout temps, les gens comme moi,
voués à s'asseoir dans les amphithéâtres avaient été subjugués par des gens comme eux. C'est à la page 68, je vous invite, la phrase n'est pas terminée, je vous invite à lire page 68, le reste de la phrase. Oserez-vous le monde singulier animal de l'une vue de main, avec quelque chose de la poussière aux éditions Les Chemins de Fer. Sur une île hors du temps, la vieille recueille la bleue dans sa famille. Sa présence trouble le quotidien de ce clan marginalisé, à l'équilibre fragile, jusqu'à son implosion lente mais inéluctable. Quelque chose de la poussière est une œuvre profondément singulière et envoûtante, mêlant le drame intimiste et familial à la nature sauvage et obscure. Maria. Alors, c'est un livre qui raconte l'histoire, non pas d'une famille, mais pour moi d'un clan, qui vit au rythme de la nature. Cette nature qui est féroce, hostile, étrange, mystérieuse, ravageuse, enfin, elle prend beaucoup de place dans ce roman Les Natures. Cette nature qui lie les membres de ce clan leur permet, lorsqu'ils se promènent dans cette nature, de chercher leur voie, d'aller au fond de leur intimité, de savoir plus exactement ce qu'ils sont. L'écriture est époustouflante, à tel point qu'il m'est arrivé de lire pour lire, en entendant les mots à l'oreille, mais en ayant oublié le rôle des personnages. C'est la première fois que ça m'arrive, c'est cette écriture qui est sans mots. Mais magnifique. Et ce livre est aussi garni de croquis, comme dans cette édition, j'ai oublié le nom d'ailleurs. Oui, voilà. Et ce qui rajoute à l'ambiance de cette forêt mystérieuse. Voilà. Merci. Donc, nous venons de vous présenter les 16 premiers romans de la sélection, les 16 premiers romans du festival 2021. Donc, je remercie beaucoup les lecteurs pour leur participation, leur intervention plutôt personnelle. Et aux 16 premiers romans de la sélection s'ajoutent pour la deuxième année 2 premiers romans ados. L'année dernière, nous avons souhaité ouvrir la sélection de premiers romans proposés aux scolaires, jusqu'à maintenant limitée à 4-5 titres de la sélection dite adulte. Donc nous avons voulu ouvrir cette sélection de premiers romans ados, ce qu'on appelle la littérature young adulte, en partenariat avec la librairie Je Bouquine. Et 2 auteurs seront également présents au festival. Donc il y a Vivien Bessières pour Même pas en rêve, aux éditions Le Rouergue, qui était déjà invité pour l'édition 2020. Une brève présentation du roman. Donc pour son premier roman, Vivien Bessières convoque avec humour et justesse l'univers impitoyable du lycée. Il livre un récit adolescent intelligent sur les paradis artificiels, le harcèlement, les premiers émois et surtout l'amitié totale, forte. En somme, qui bouleverse. Et il y aura aussi également Camille Monceau avec son premier roman Chronique de l'érable et du cerisier, paru aux éditions Gallimard Jeunesse. Nous sommes au Japon au XVIIe siècle, au début de l'ère d'Edo. Abandonné lorsqu'il était enfant, Ichiro a été recueilli et élevé par un mystérieux samouraï. Ensemble, ils vivent au cœur de la nature sauvage et le jeune homme apprend les préceptes de la vie des samouraïs, jusqu'à ce qu'un événement vienne rompre l'harmonie de cette vie simple. Voilà, donc maintenant prenons date et retrouvons-nous au Festival du premier roman et des littératures contemporaines qui se déroulera donc du 1er au 5 avril 2021. Et surtout, laissez-vous contaminer par la littérature. Merci Anne-Sophie, on peut dire que nos lecteurs ont du talent. Justement, sélectionner, élire et défendre un choix littéraire au travers d'une histoire, d'un style, d'une langue, c'est tout un art, ou plutôt un artisanat. C'est ciseler une impression, polir une analyse et remettre l'ouvrage à la patine du temps. Cette façon de le faire peut s'apprendre,
mais aussi se perfectionner. C'est pourquoi nous proposons aux lectrices et lecteurs déjà aguerris à la sélection, mais aussi à celles et ceux peu accoutumés, si ce n'est novices en la matière, une formation d'1 journée à la lecture critique, une formation gratuite, préparée et animée par Guénette Boutouillet, très aguerrie à la question, très professionnelle sur ce thème. Cette formation a lieu le samedi 23 janvier de 10h à 17h au Palacium, qui est le restaurant Place de la Trémoille. Et cette formation est sur inscription. N'hésitez pas. Accueillir Perrine Le Guérec. Perrine Le Guérec, 3 mois au quartier du Pavement pour une résidence de médiation et de création à destination des habitants. C'est un projet d'envergure qui nous motive depuis fin 2019. Cette résidence en quartier prioritaire a pour vocation d'écouter, ça Perrine sait très bien le faire, et de collecter, Perrine sait aussi très bien le faire, la parole des habitants, et d'en faire des objets artistiques collectifs. Et pour répondre à ce que nous ont dit certains des habitants, déstigmatiser leur quartier. Cette résidence s'organise en partenariat avec la Maison de quartier du Pavement, que je remercie chaleureusement pour sa disponibilité et son enthousiasme. Merci Bernadette. Perrine Le Guérec habitera le quartier grâce à Medon Habitat, le bailleur qui lui mettra à disposition un appartement. Elle sera sur le quartier du 1er avril au 5 juillet. Cette période sera propice à fédérer les partenaires associatifs, éducatifs, culturels et d'imaginer des événements communs. Les contacts sont pris, certains projets sont déjà contractualisés. On vous tiendra au courant au fur et à mesure des événements publics de cette résidence. Pour nous, c'est un format nouveau, mais ce format ne détrônera pas la résidence d'écriture Mayenne, qui reprendra sa 11e édition d'octobre 2021 à mai 2022. Voilà, j'espère que tout cela vous donne un minimum envie, que ça répond un minimum aussi à vos attentes et à vos désirs. En tout cas, pour nous, se réunir autour de la littérature qui nous émeut est essentiel. Il nous faut garder le cap, donc, et le maintenir ensemble. On a besoin de vous, parce que la littérature aura encore son mot à dire. Donc, je vous remercie beaucoup d'être là. Il faut qu'on tienne, il faut qu'on puisse aller jusqu'au bout de nos projets. Je pars de l'idée qu'il n'y aura pas d'annulation sèche cette année de rien. On essaiera de tout faire au mieux, peut-être avec un peu plus de technologie si nécessaire, mais on fera les choses. Voilà, on ne peut pas recommencer ce qui s'est passé en 2020. Voilà, il faudra maintenir les choses. Et on compte sur vous, bien évidemment. Merci beaucoup, à très bientôt. Et puis on va boire un verre. Voilà, je serai servi à table. Merci beaucoup.